Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la la parole. parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein. À dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste.
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre, c'est 666. Il existe des photos de la NASA, des images thermiques qui ont montré ce type de température dans les sous-sols. Vous me les enverrez? Mon nom est Mark, je suis l'homme qui questionne le Dr Gross, celui qui m'a demandé de lui envoyer un email de ces images thermiques. Quand je l'ai approché après son discours pour obtenir son adresse mail, il a refusé de me la donner. Je pense que ce point est important parce qu'il révèle l'attitude des investigateurs du NIST qui renforce les ignorances liées au 11 septembre. Le métal fondu dans les décombres fut aussi observé avant que les tours ne s'effondrent. De plus, 1 minute et 20 secondes avant la chute, d'épaisses fumées blanches ont commencé à s'échapper de la base de la tour sud. Troisièmement, le béton et pratiquement tout à l'intérieur des tours fut pulvérisé au moment de la chute, excepté le métal. Ce matériau pulvérisé créa des nuages de poussière pyroclastique qui envahirent toutes les rues de la ville, couvrant le bas de Manhattan d'une couche de poussière fine. Les nuages pyroclastiques apparaissent habituellement à 2 occasions, les éruptions volcaniques et les démolitions contrôlées. Quatrièmement, des poutrelles d'acier pesant plus de 90 tonnes ont été expulsées latéralement jusqu'à 150 mètres. Une section transversale d'une des tours, pesant approximativement 300 tonnes, est allée s'encastrer à l'angle sud-est des bureaux d'American Express. Ce morceau a dû voler sur 120 mètres, conservant suffisamment d'énergie cinétique pour s'encastrer dans l'angle du bâtiment.
Ce que nous aurions dû voir dans les décombres, c'est une structure pyramidale, à cause de la loi de la gravitation, donc plus ou moins une forme de pyramide. Ce que nous avons observé, c'est une éjection massive de poussière et de débris, mais aussi de l'acier expulsé des tours à plusieurs dizaines de mètres de celles-ci. Il est difficile de trouver une explication rationnelle à ce chemin de chute gravitationnelle. Cinquièmement, des pompiers et des témoins oculaires ont fait référence à une série d'explosions avant et pendant les effondrements. Et nous avons entendu un bruit qui fait penser à une implosion. Une deuxième explosion dans la tour 2. Un genre d'engin explosif. Évidemment, nous avons en ce moment quelques problèmes à rester ici parce que nous venons d'entendre une autre explosion. Et il y a eu une autre énorme explosion. Que savez-vous sur ces autres explosions que nous venons d'entendre? Rien du tout. Une voiture piégée? J'en ai aucune idée, madame. Un grand choc. Et j'ai entendu comme une explosion. Vous savez, si c'est une explosion, le bâtiment qui s'effondre. Pour moi, ça ressemblait à une explosion. Nous avons entendu une explosion très bruyante. Ils prenaient des photos et sécurisaient cette zone juste avant cette explosion énorme que nous avons entendue et ressentie. Ce qui n'est pas clair, c'est la raison de cette explosion. Il y a eu comme une sorte d'effondrement ou d'explosion. Au rez-de-chaussée, c'était comme une explosion ascendante, une énorme boule de feu, et les pompiers criaient « Fuyez, fuyez ». C'était un souffle d'air chaud, pas brûlant mais chaud. Ça m'a soulevé et projeté contre le mur du bâtiment. Physiquement? Physiquement, projeté contre le mur. Je me souviens d'une explosion. C'est là que j'ai été mis KO. Je ne me souviens de rien d'autre. Puis je me suis levé et j'ai regardé à la fenêtre parce qu'elle avait explosé et la rue plus bas s'était affaissée. C'est alors que des boules de feu ont commencé à monter. Et 1 heure après, nous avons eu cette explosion énorme, beaucoup plus bas. Je ne sais pas ce qui a provoqué cela. 15 minutes après leur entrée, nous avons entendu un boom. Je ne sais pas si c'est la structure interne qui cédait ou une autre explosion. Encore une fois, il s'est produit une seconde explosion. John, il y a quelques secondes s'est produite une explosion énorme. Et il semble que la seconde tour du World Trade Center vienne de s'effondrer. Oh, nous avons entendu un grondement et nous avons commencé à courir. Les vitres ont éclaté et j'ai été projetée sur le trottoir. Et j'ai été aveuglée pendant 20 secondes. Descendre les escaliers a été un enfer. Et alors que nous nous dirigions vers les sorties, nous avons entendu une autre explosion. Et nous avons tous été projetés. Nous étions un moment coincés dans l'escalier. Nous sommes enfin parvenus dans le hall et là, nous avons entendu une énorme explosion. J'ai eu beaucoup de chance. Je ne sais pas ce qui s'est passé après l'explosion. Et je me trouvais au 78e étage de la seconde tour lorsqu'on a évacué la tour. Et c'est là que j'ai entendu les explosions et que nous sommes descendus. Nous présumons, à cause de la première explosion, qu'il y en a eu d'autres, déclenchées par les terroristes à l'intérieur du bâtiment. Il y a une seconde explosion, probablement due à un engin explosif dans le bâtiment ou dans l'avion, et programmée pour exploser 1 heure après. J'ai entendu une seconde explosion et un autre grondement. Et il y a eu plus de fumée et plus de poussière. J'ai couru à l'intérieur du bâtiment, les lustres tremblaient. Et encore une fois, cette fumée noire dans l'air. En 5 minutes, nous étions déjà recouverts de suie et de poussière. Le capitaine des pompiers est alors entré et nous a demandé d'évacuer parce que s'il y avait une 3e explosion, l'édifice pourrait s'écrouler. Les témoins oculaires ont aussi déclaré que des explosions s'étaient produites au niveau inférieur des tours nord et sud. Elle prenait un café au World Trade Center quand le premier avion a frappé. Et soudain, on aurait dit, je ne sais pas où le métro se trouve, mais cela ressemblait à une collision dans le métro. Une bombe, comme un martèlement, un boum boum boum. Et j'ai vraiment cru que le métro avait explosé. Ces dames présentes à mes côtés se trouvaient dans le World Trade Center, dans la première tour, et elles ont pu s'échapper par le hall d'entrée où elles pensent qu'il y avait des bombes. Je venais juste de sortir du tunnel et ça a explosé. Le tunnel du métro? Oui. Oui, j'étais dans les sous-sols, je descendais, et d'un coup, l'ascenseur a explosé, de la fumée est apparue. J'ai tiré un type vers la sortie, sa peau pendait, et je l'ai traîné vers l'ambulance. Quand je suis arrivé au niveau du hall, c'était comme une fusillade. Et puis, 3 grosses explosions. Et même les portes tambours étaient brûlées et déformées. Et ils nous ont dit de courir. J'ai entendu la première explosion et l'ascenseur a été soufflé. Au moment où nous sommes passés par le hall, celui-ci n'existait plus. Je crois donc que la bombe a d'abord touché le hall et quelques secondes après, l'avion est venu s'encastrer.
Le pompier John Schroeder arriva dans le hall de la tour nord peu après que le premier avion eut frappé celle-ci. Nous étions donc dans le hall de la tour nord quand soudainement nous avons entendu... Je regarde sur ma droite et l'ascenseur avait explosé, comme dans la scène du film avec Bruce Willis, Piège de cristal. Les gens sortaient en feu de l'ascenseur, comme des boules de feu. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? L'avion est là-haut et le feu ici en bas. Les gens en feu qui courent, c'est dingue. Nous sommes alors montés au 24e étage et soudainement, nous avons entendu « Signal de détresse, signal de détresse !» Un deuxième avion. Nous nous sommes regardés et on s'est dit « Un deuxième avion, c'est pas possible un deuxième avion !» En quelques secondes, le bâtiment a commencé à bouger et on a été secoués comme des boules de flipper. Et là, on s'est dit « Vous savez quoi? Il est temps d'y aller. » Nous sommes descendus dans le hall et tout avait été soufflé, tout avait explosé. Et comme nous nous sommes retrouvés seuls, on s'est demandé « Mais où sont passés les gens ?» À cause des débris qui tombaient, ils ont transféré le poste de contrôle au World Trade Center 2. On s'est regardé et encore une fois on se disait « Mais où sont les gens ?» Nous étions dans le hall et tout avait explosé, tout avait disparu. Mais que se passe-t-il ici? Nous ne savions rien, on se disait « C'est dingue !» Mais pour toutes les fenêtres du hall qui avaient explosé, et ces fenêtres sont épaisses comme ça, d'une épaisseur de 5 à 7 cm. Elles ont explosé en morceaux vers l'extérieur. Et vous voyez, ça ne venait pas du kérosène. Impossible. Quand les ascenseurs ont explosé, ils étaient au fond du hall. Le hall se trouvait ici. Ce n'est pas plausible. Ça n'aurait jamais dû arriver. Quand nous sommes descendus, c'est comme s'il y avait eu une bombe dans le hall. Il n'y avait pas de feu, juste une bombe apparemment. Donc, comment le plus grand et le plus déroutant échec architectural de l'histoire a-t-il été traité? L'acier des World Trade Center a été en grande partie envoyé par la mer à l'étranger, éliminant toute possibilité d'enquête indépendante. Le département de l'urbanisme de New York embaucha 4 compagnies pour évacuer les décombres. Chacune d'elles fut affectée à une zone spécifique, dirigée et commandée par une équipe de 3 personnes. L'opération fut à ce point encadrée et contrôlée qu'en novembre, chacun des camions utilisés pour le déblaiement fut équipé d'un système GPS. Un conducteur qui avait pris une trop longue pause déjeuner fut renvoyé. En avril 2002, près de 185 000 tonnes de décombres avaient été retirées du Ground Zero. L'équipe d'évaluation des bâtiments de la FEMA n'avait même pas l'autorisation d'accès au site. On lui accorda une visite du site début octobre, mais on lui interdit de prélever des échantillons ou d'examiner les plans. Sur des centaines de milliers de morceaux d'acier, 150 ont été entreposés dans la décharge de Fresh Kills, d'où la FEMA a conduit son enquête. Quand les tours jumelles se sont effondrées, elles ont libéré plus de 500 000 tonnes d'amiante pulvérisées dans le bas Manhattan, de même que du plomb, du barium, du mercure, du chrome, du cuivre et plusieurs autres produits toxiques. 425 000 mètres cubes de béton et 56 000 mètres carrés de verre ont été pulvérisés. Pendant la construction des tours, un isolant ignifuge composé d'amiante et de ciment fut floqué sur les colonnes centrales. Quand l'amiante fut interdit en 1971, son application fut interrompue au 64e étage de la tour sud. Les autorités portuaires réalisèrent finalement que l'amiante constituait un problème et que la démolition n'était pas une option. En 1989, les autorités portuaires estimèrent le coût du désamiantage du World Trade Center et de l'aéroport de LaGuardia à plus d'1 milliard de dollars. En 2001, le coût, uniquement pour le World Trade Center, aurait atteint ou dépassé le milliard de dollars. Malheureusement, cet argent n'a pas eu besoin d'être utilisé. Bien qu'il parût évident que l'air n'était pas sain, le public fut prié de retourner vers Lower Manhattan. Wall Street a réouvert le 17 septembre et les enfants ont pu reprendre l'école. Pompiers, policiers et sauveteurs sont retournés sur les lieux dans des conditions terribles, utilisant des masques en papier, alors que les officiels étaient équipés contre les produits dangereux. Mon nom est John Phil. Je me trouvais à Ground Zero durant le nettoyage du site. Je me suis blessé gravement au bout de seulement 5 jours. Et gravement est le mot.
Avant que cela n'arrive, je me plaignais chaque jour du manque de sécurité du site. Quelqu'un allait se blesser, et ce fut moi. Mais je disais à tous que quelqu'un allait se blesser. En 5 jours et demi, personne ne m'a dit de porter un masque, ne serait-ce qu'une seule fois. Personne n'en avait à cirer du morceau d'acier qui avait dévasté ma vie. Mais comme des milliers qui souffrent et sont malades, je n'ai pas fait le mort. Et je sais qu'une vie humaine s'efface devant le tout-puissant dollar. Et ce qui fait marcher ce pays, c'est ce dollar tout-puissant. Mais pour moi, certains ont perdu toute crédibilité dans cette histoire. L'Agence de protection de l'environnement, sous les ordres directs de la Maison-Blanche, affirma aux New-Yorkais que l'air était respirable. L'administratrice de l'époque, Christine Whiteman, publia un mémo interne le 12 septembre qui indiquait que tout témoignage accordé aux médias devrait être approuvé par le Conseil national de sécurité avant sa publication. Alors, que s'est-il passé? La Maison-Blanche a modifié des publications de presse de l'APE, y ajoutant des déclarations rassurantes et effaçant les avertissements. Sur la note de l'APE du 13 septembre, qui ne fut jamais présentée au public, était inscrit « L'APE teste des sites touchés à des fins environnementales ». La version de la Maison-Blanche, l'APE rassure le public sur des dangers environnementaux. Le 16 septembre, la note de l'APE indiquait « Des échantillons récents de poussière prélevés sur Water Street présentent un taux élevé d'amiante ». La version de la Maison-Blanche, les nouveaux échantillons ont confirmé la qualité de l'air conforme aux normes. Il n'y a donc aucune raison d'alerter le public. Et la Maison-Blanche élude totalement l'avertissement suivant. Les échantillons d'air se révèlent préoccupants pour toutes les personnes travaillant près de Water Street. Pourquoi toutes ces modifications? On nous a dit que le désir de réouvrir Wall Street et des intérêts de sécurité nationale ont été la raison de la modification des rapports officiels. Christy Todd Whitman devrait être en prison pour homicide. Christy en prison. Ne t'arrête pas. Direction la prison. Enferme-toi. Quand je dis ça, tout le monde dit « Ne penses-tu pas que tu vas un peu fort ?» Et je réponds « Non ». 6 mois plus tard, tous les politiciens l'ont dit, tous l'ont dit comme on dit « bonjour ». Je me félicite d'avoir eu le courage et l'audace de dire cela. Elle a suivi les ordres de Condoleezza Rice, qui les a elle-même pris de la Maison-Blanche. Et ils savaient que l'air était malsain, ils ont menti. Ils devraient aller en prison pour homicide. À chaque fois que quelqu'un meurt, James Zadroga, John Jones, Tim Calhoun, un ami proche aux funérailles duquel j'ai assisté l'officier Borgia, et beaucoup d'autres qui sont morts. Maintenant, j'en fais une affaire personnelle. Une vraie affaire personnelle. Nous avons un ancien maire en course pour la présidence qui prétend nous avoir aidés. Se tenir sur des décombres avec un porte-voix, Monsieur le Président et Monsieur Giuliani, ce n'est pas aider quelqu'un. Du tout. Les rapports officiels de l'Agence de protection de l'environnement ont assuré à la population qu'il n'y avait pas eu de niveau préoccupant d'amiante dans l'air et qu'au lieu de partir, ils pouvaient nettoyer tranquillement leur maison avec un tissu humide. Les victimes de ces maladies post-11 septembre seront plus nombreuses que celles des attentats. En 2006, 70% des 40 000 ouvriers de Ground Zero faisaient face à des problèmes respiratoires. Des centaines avaient développé des cancers et 80 étaient morts. Pire que cela, une large majorité des victimes du 11 septembre se sont vues refuser un enterrement digne de ce nom et furent traitées comme des ordures. Un tas d'approximativement 500 000 tonnes de cendres localisées dans la décharge de Fresh Kills contient 1148 victimes qui doivent être encore identifiées. Le maire, Bloomberg, a plusieurs fois refusé d'accéder aux demandes des familles en répondant « Je ne me suis rendu sur la tombe de mon père qu'une seule fois ». Encore plus étonnant, des restes humains furent découverts à 120 mètres de la tour sud sur le toit de l'édifice de la Deutsche Bank. 300 fragments d'os furent découverts entre le 7 et le 14 avril 2006 et l'on s'attend à en trouver d'autres. Tout cela est-il possible? La gravité seule a-t-elle pu entraîner la destruction générale des tours? L'effondrement complet est-il dû à la collision des avions et aux incendies qui ont suivi? Ou y a-t-il eu une démolition contrôlée? Une nouvelle information vient de nous parvenir de l'Associated Press. Il s'agit du crash d'un gros avion dans l'ouest de la Pennsylvanie. Selon des officiels de l'aéroport du comté de Somerset, le crash d'un gros avion en Pennsylvanie. Nous parlons d'un crash d'avion, pardon, continuez monsieur. Pouvez-vous répéter? Je dis que quelqu'un a dû prendre la terrible décision de chasser et d'abattre un avion.
Shanksville, Pennsylvanie, 10h03. Le vol 93 de United Airlines est censé s'être écrasé à 930 km/h dans une mine à ciel ouvert et abandonnée à 20 minutes de vol de Washington. Au départ, l'histoire officielle prétend que les passagers à bord ont tenu tête aux pirates de l'air et se sont sacrifiés pour éviter qu'il n'y ait plus de victimes. La commission sur le 11 septembre conclura que le pirate de l'air Ziad Jarrah a anticipé cette riposte en précipitant l'avion au sol. Des débris du vol UA-93 furent retrouvés très loin de la zone du crash. Les débris ont été dispersés sur 5 à 7 km, désormais bouclés et considérés par le FBI comme une scène de crime. Dans ce cas, les images se passent de commentaires. L'un des aspects les plus horribles de cet accident, c'est la difficulté à percevoir les débris. Tout ce que nous observons, c'est un cratère immense dans le sol et des très petits morceaux de l'épave. Il y a eu au moins un rapport des enquêteurs, et on en dénombre une centaine cette nuit ici, qui n'ont rien trouvé de plus épais qu'un annuaire téléphonique. Eh bien, Darren, dans l'heure qui vient de s'écouler, le FBI et la police d'État ont confirmé qu'ils ont isolé une seconde zone, 10 ou 12 km du cratère à l'endroit où l'avion s'est écrasé. C'est apparemment un autre site de débris qui pose plusieurs questions. Pourquoi des débris de l'avion qui ont été clairement identifiés seraient-ils retrouvés à 10 km de là? Aurait-il été projeté si loin? Cela paraît hautement improbable. Presque tous les débris ont été retrouvés sur ce site, entre 90 et 180 mètres de distance. Ça soulève donc des questions, des spéculations, bien entendu. J'ai l'impression, pour avoir couvert d'autres accidents d'avion, que c'est plutôt inhabituel de retrouver des débris aussi loin du point d'impact. En effet, cela n'a pas de sens parce que la plupart des débris ont été repérés dans une zone compacte de 90 à 180 mètres de distance, peut-être plus. Et soudain, ils nous disent qu'à 10 km d'ici, d'autres débris sont visibles. Ils parlent de petits morceaux, pour la plupart qui ne seraient pas plus grands que la taille d'une mallette, et ceux qui se trouvent à 10 km d'ici seraient encore plus petits. Ont-ils retrouvé un avion à Shanksville? Je veux passer rapidement à Chris Konecki. Il se trouvait sur les lieux il y a encore quelques minutes. Hé Chris, j'ai vu les photos. Il semble qu'on n'aperçoive rien d'autre qu'un trou dans le sol. En gros, c'est ça. La seule chose qu'on pouvait observer de là où on se trouvait, c'était un grand trou dans le sol et quelques arbres coupés. De là où on était, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Pas de gros morceaux d'épave? Non, il n'y avait rien. Rien qui puisse laisser penser à un crash d'avion. De la fumée, un incendie? Rien. Tout était calme, très calme. Rien d'apparent. Ni fumée, ni incendie, seulement des gens arpentant la zone. Ils ressemblaient à des membres de la NTSP, déambulant et scrutant les morceaux. Quelle était selon vous la dimension de ce trou? Selon mon estimation, entre 4 et 6 mètres de long et probablement 3 mètres de large. Qu'avez-vous pu voir au sol, en dehors de la poussière et des cendres? On n'a rien pu voir. On pouvait juste observer de la poussière, des cendres et des gens qui marchaient, des arbres arrachés. Du maire de Shanksville au coroner du comté de Somerset, presque tous les témoins oculaires noteront le peu de traces visibles de l'avion et de ses passagers. Quand je suis arrivé, je me suis demandé où est-il? L'avion s'était complètement désintégré. La seule chose que nous n'avons pas vue, ce sont les passagers. Rien n'indiquait qu'il y ait pu y avoir quelqu'un dans l'avion. Je me souviens avoir demandé à un policier d'État qui était là de me le confirmer. C'est bien là que l'avion s'est écrasé. C'était si difficile à croire, car il n'y avait rien autour. Le site internet de l'État de Pennsylvanie va encore plus loin. Il est difficile de croire qu'un Boeing 757 s'est écrasé au sol avec une force telle qu'il se soit littéralement désintégré en créant un cratère fumant. Existe-t-il un précédent concernant un avion commercial se désagrégeant après l'impact? Les secouristes comprennent qu'il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants. Johnny B et son équipe font face à l'horreur. L'épave du vol 191 est dispersée sur des centaines de mètres. Des débris ont atterri dans le terrain de caravaning, détruisant 5 maisons. En 1988, le vol 103 de la Paname explosa au-dessus de Lockerbie en Écosse, tuant 270 personnes. Les terroristes l'ont pulvérisé en faisant exploser une bombe placée dans la soute de l'avion, mais ils n'ont pas embarqué. La mer que nous apercevons plus bas est en feu.
Le gouverneur a affirmé que le pilote a pu larguer du kérosène au-dessus de Jamaica Bay. Il a subitement viré à droite et piqué du nez à seulement un bloc de là où je travaillais. Et la pièce vient d'exploser. Ma fille a été projetée sur les portes du patio, ma femme dans le salon et moi derrière ma fille. À plusieurs pâtés de maison du point d'impact, il se peut que l'avion ait explosé à cause de fortes vibrations et que les moteurs se soient séparés des ailes. Jim, permettez-moi de décrire aux téléspectateurs ce que vous observez. Cela nous parvient de Jamaica Bay. Il s'agit clairement d'une partie de l'avion. Oui, il s'agirait du stabilisateur horizontal de la queue situé à l'arrière de l'avion. En 2006, pendant le procès de Zacarias Moussaoui, le FBI a réussi à avancer un nombre important de preuves qui avaient visiblement survécu à la catastrophe et se trouvaient dans un état presque parfait. Parmi les preuves, un foulard rouge, un permis de conduire du Royaume d'Arabie Saoudite, le permis de conduire de John Talignani, et parmi les effets personnels de l'hôtesse de l'air Cissy Lyles, son permis de conduire et la carte de l'hôtel Marriott. Bien que le 757 ait pu se désintégrer après l'impact, le papier et le tissu ont pu résister sans aucune marque. Ils ont aussi publié des photos d'un moteur et de 2 morceaux du fuselage. Rien n'indique le lieu où ils ont été trouvés. Là encore, le FBI est entré en scène pour superviser toute l'enquête. Ils ont à maintes reprises ignoré les demandes des parents des victimes, dont l'une consistait à obtenir les renseignements sonores du cockpit. Le FBI les fournira le 18 avril 2002, à la condition expresse que les parents des victimes n'en parlent pas. Et pour une raison inconnue, les 3 dernières minutes n'ont pas été comptabilisées. Aucune explication n'a été donnée. Même après la condamnation de Zacarias Moussaoui, les enregistrements sonores du cockpit n'avaient toujours pas été rendus publics. La commission sur le 11 septembre conclut que les militaires n'ont pas été informés de l'existence du vol UA-93 avant 10h07, soit quelques minutes après son crash. Nous avons entendu l'explosion. En fait, nous n'avions plus d'électricité et nous avons entendu un tremblement. Nous venions de nous lever et la chose dont je me souviens, c'est comme une sorte de missile traversant notre maison, à vive allure. Il venait de cette direction. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être. Non, en tout cas, ce n'était pas l'avion qui s'est écrasé. Non, pour moi, c'est difficile de croire qu'ils ne connaissaient pas l'existence de cet avion avant 10h07. Ça, j'ai du mal à le croire. En dépit des discussions sur une assistance militaire, aucun membre de la FAA ne l'a demandé pour le vol United 93 et aucun responsable de leur QG n'a transmis les informations qu'ils détenaient sur le vol 93 aux militaires. Un an après le 11 septembre, les autorités militaires livraient une version différente de l'histoire dans laquelle le vol 93 avait été pourchassé. Au centre de commandement du Pentagone existe un rapport sur un autre avion détourné, le vol 93 de United Airlines. Nous avons reçu un rapport de la FAA indiquant que le vol 93 avait désactivé son transpondeur, avait changé de direction et se dirigeait vers Washington. La décision a été prise de tenter de l'intercepter. Les règles avaient changé. Nous pouvions maintenant réagir. Le colonel Bob Marr est à la tête de la base de défense aérienne du secteur nord-ouest à Rome, État de New York. Les mots dont je me souviens très clairement étaient « Nous prendrons des vies en l'air pour conserver des vies au sol ». Marr ordonne à ses contrôleurs de vol de dire aux pilotes d'intercepter le vol 93. Le vol 93 ne sera pas autorisé à s'approcher de Washington. L'heure est arrivée, est passée, et rien ne s'est produit. Vous pouvez donc imaginer la très forte tension. Le vol 93 est à environ 280 km au nord-ouest de Washington. Il survole le comté de Somerset en Pennsylvanie. Juste au-dessus, un avion de combat le croise. Il était environ 10h03 quand le chasseur a rapporté le crash du vol 93.
Et finalement, bien sûr, nous n'avons jamais tiré sur un avion. Quand vous avez su que l'avion était tombé sans qu'il ait été abattu, vous souvenez-vous de vos paroles? Nous venons d'assister à un acte d'héroïsme. Le vol 93 a-t-il été écrasé en plein champ par des pirates de l'air à Shanksville, en Pennsylvanie? Ou la vérité est-elle dissimulée au public? Nous recevons à l'instant une information de New York qui fait état de l'effondrement d'un autre bâtiment. Si je comprends bien, il s'agit d'un immeuble de 47 étages. C'est le bâtiment numéro 7 du World Trade Center, si je comprends, qui vient de s'écrouler à New York, comme nous l'avons vu sur la vidéo. Nous ne savons même pas si cela a été planifié pour des raisons de sécurité ou si cela est arrivé accidentellement. Pour la troisième fois aujourd'hui, des images qui rappellent celles vues et revues à la télévision, dans lesquelles un bâtiment est volontairement détruit à la dynamite et s'écroule. En 1984 a débuté la construction de l'édifice numéro 7 du World Trade Center, un immeuble de bureaux de 47 étages, haut de 175 mètres et situé à 90 mètres de la tour nord. Il a été ouvert au public en 1987 avec des bureaux réservés au département de la Défense, à la commission de contrôle des opérations de bourse et au fisc. Le bâtiment numéro 7 était connu pour abriter les bureaux de la CIA les plus importants après ceux de Washington et le bureau des opérations des services secrets. De nombreuses affaires seront classées à la suite de sa destruction. Le 8 juin 1999, le centre de gestion de crise du maire de New York, Rudolph Giuliani, ouvre ses portes au 23e étage. Le poste de commandement du 23e étage est à l'épreuve des balles et des bombes avec son propre circuit d'air et ses générateurs. Il est relié à l'aéroport de la ville, aux gardes-côtes, au Pentagone. Les ordinateurs disposeront bientôt de plans détaillés des principaux bâtiments de New York ainsi que des plans d'évacuation. Les ouragans et les canicules seront traités d'ici, tout comme les attentats terroristes. Les officiels affirment que si leurs installations ne sont pas impénétrables, ils restent confiants sur la gestion de la pire des crises imaginables. Deborah Fayerick pour CNN, New York. Le poste de commandement de 4650 mètres carrés a des murs renforcés à l'épreuve des balles et des bombes, dispose de son propre circuit d'air et d'un réservoir d'eau, de lits et de douches et de 3 générateurs de secours. Il possède d'innombrables moniteurs qui gèrent les réponses des services de police et des pompiers, et ce, 24 heures sur 24. Quelques heures avant que le premier avion ne frappe le World Trade Center, les systèmes d'alarme de l'immeuble numéro 7 ont été testés à 6h47 pour une période de 8 heures. Cela se produit généralement pendant la maintenance où les alarmes anti-incendie du bâtiment ne sont pas activées. Après que le second avion se fut encastré dans la tour sud, l'électricité de l'édifice fut coupée et ses occupants furent évacués. Les principaux incendies du World Trade Center numéro 7 ont été sur la façade est entre le 11e et le 12e étage, sur la façade nord au 7e et 12e étage, sur la façade ouest entre les 29e et 30e étages. La façade sud était entièrement obscurcie par la fumée. À 15h, Daniel Nigro, le chef du département des pompiers de New York, avait établi un périmètre de sécurité autour du World Trade Center numéro 7. Et dès 16h, des analystes commentaient l'effondrement de l'édifice. On nous informe qu'un autre bâtiment, le bâtiment 7 du complexe World Trade Center, est en feu. Il semble qu'il se soit écroulé ou qu'il soit sur le point de s'effondrer. Une information nous parvient selon laquelle le bâtiment des frères Salomon à New York, au cœur même de Manhattan, s'est aussi écroulé. Maintenant, plus d'informations sur l'effondrement des tours de New York. Vous avez peut-être entendu à l'instant que le bâtiment des frères Salomon s'était effondré, ce qui est confirmé. Apparemment, il était à quelques centaines de mètres des tours du World Trade Center, et cela ne semble pas être le résultat d'une nouvelle attaque, mais plutôt à cause de l'affaiblissement du bâtiment après les attentats de ce matin. Mais nous en saurons certainement plus avec notre correspondante Jen Stanley.
Apparemment, peu de gens se trouvaient dans le bâtiment des frères Salomon quand il s'est écroulé, mais des craintes subsistaient sur de possibles effondrements ultérieurs autour de la zone. C'est ce qu'on vous a dit parce que cette partie de downtown derrière moi a été totalement bouclée et évacuée, sauf pour les secouristes. C'est une initiative du maire Rudy Giuliani. Jane, nombre d'entre nous qui avons appris la nouvelle, peut-être par la radio, avons été totalement sidérés. Nous n'avons pu tout de suite en saisir la portée. Cela semble tellement énorme. Je me demandais comment vous le ressentiez sur place, à Manhattan. Malheureusement, nous avons perdu la liaison avec Jane Stanley à Manhattan. Peut-être pourrons-nous la joindre plus tard. Où donc CNN et la BBC ont-ils obtenu cette information alors que l'on voit le bâtiment encore sur pied derrière les reporters? La chute du bâtiment 7 à 17h20 entraînera de nombreuses spéculations. L'effondrement de la structure principale dure environ 6 secondes 5 et le bâtiment tombe symétriquement sur l'axe de ses fondations, endommageant légèrement les constructions environnantes. Il provoquera un nuage pyroclastique semblable à un champignon se propageant dans les rues. Il fut d'abord certifié que les réservoirs de gasoil ont pu être responsables de la chute. Le rapport de la FEMA de 2002 précisera que les spécificités des incendies du World Trade Center 7 et leur rôle dans la chute de l'édifice demeuraient inconnus à ce jour. La FEMA analyse la chute du bâtiment 7 pour déclarer plus tard que sa meilleure hypothèse a peu de chances de se vérifier et qu'elle nécessite une plus grande investigation. Et je suis d'accord avec eux sur ce point. Ensuite, ils passent la main comme un bébé que l'on vous refile en vous demandant d'expliquer vous-même les causes de la chute du bâtiment 7, cet effondrement vertical d'un gratte-ciel de 47 étages. Malheureusement, à cette époque, presque toutes les structures d'acier de Ground Zero avaient déjà été recyclées et aucun acier du bâtiment 7 ne fut récupéré pour l'enquête. Et fin 2007, le NIST travaillait toujours sur son rapport final. Bien que le NIST ait séparé l'étude sur la chute du bâtiment 7 de celle concernant les deux autres tours, le moins qu'on puisse dire est que le rapport du NIST sur la chute du World Trade Center 7 est vraiment très en retard. Nous l'attendons encore, espérant une explication. Nous poursuivons les recherches. Nous possédons en fait une note d'expert en démolition contrôlée avec laquelle vous serez probablement en désaccord. Nous n'avons pas encore conclu l'enquête, je ne peux donc pas en parler librement. La chute est supposée avoir été provoquée par la combinaison de l'incendie et de dégâts structurels. Est-ce que d'autres bâtiments environnants ont aussi subi un effondrement en chute libre? Le bâtiment de 22 étages du World Trade Center 3, sous les tours jumelles, a été sectionné en deux par l'effondrement de la tour sud. Bien que ce bâtiment fût sévèrement endommagé par la chute des débris, la structure est restée sur pied. Le bâtiment de 9 étages du World Trade Center 4, situé à l'est de la tour sud, fut presque totalement détruit. La structure ne s'est pas écroulée. Le bâtiment de 9 étages du World Trade Center 5, situé à l'est de la tour nord, a subi de terribles incendies et des dégâts structurels. Le bâtiment de 8 étages du World Trade Center 6, situé entre la tour nord et le World Trade Center 7, a subi de sérieux incendies et un cratère était visible sur le toit. Ni le bâtiment 5 ni le bâtiment 6 ne se sont effondrés. Ni celui de la Deutsche Bank, qui est encore debout à ce jour et qui est actuellement démantelé poutre par poutre. Ni le Millennium Hotel de l'autre côté de la rue. Le bâtiment 7 brûla sur plusieurs étages et subit des dégâts structurels sur la façade sud avant de s'écrouler complètement sur sa base. Qu'a-t-il pu se passer à l'intérieur de ce bâtiment? Pourquoi celui-ci s'est-il effondré? Nous avons descendu les escaliers jusqu'au 8e étage. Une explosion énorme qui nous a bloqués à cet étage. Et j'ai dit, c'est la fin, nous sommes morts, nous ne sortirons pas d'ici.
Nous avons Franck Ucciardo en ligne avec des officiels de la ville. C'est à vous, Franck. C'est exact. Je me trouve dans le hall de l'hôtel de ville avec Michael S., conseiller auprès de la mairie. Monsieur S., vous avez été piégé, je crois, dans le World Trade Center 7. Expliquez-nous. Je me trouvais au centre de gestion des crises au 23e étage, quand toute l'électricité du bâtiment a été coupée. Une autre personne et moi sommes alors descendus au 8e étage où une explosion s'est produite. Nous avons donc été piégés par de la fumée, une fumée épaisse pendant 1h30. Mais les pompiers, toujours aussi formidables, sont alors intervenus pour nous sortir de là. Cette mésaventure est mentionnée dans le rapport interne du NIST sur le bâtiment 7. Ses auteurs prétendent cependant qu'il s'agit de la chute de la tour nord. Les vitres du rez-de-chaussée n'ont même pas été soufflées. Les débris et la fumée montant dans les étages peuvent-ils être comparés à une explosion? Nous avons donc un gratte-ciel de 47 étages avec une structure métallique, plusieurs agences gouvernementales et énormément de documents importants, et moins endommagé que les autres bâtiments du World Trade Center. À 17h20, toutes les structures de l'intérieur du bâtiment 7 s'effondrent en même temps et symétriquement, formant un amas de décombres. Ce bâtiment possédait 81 piliers, 24 au cœur et 57 en périphérie, du sous-sol au toit. La façon dont le bâtiment s'est effondré aurait dû provoquer la chute simultanée des 81 piliers. Les incendies sur quelques étages auraient-ils pu affaiblir toutes les colonnes jusqu'à un point de rupture simultanée? Demandons-le à la commission d'enquête sur le 11 septembre. Gouverneur Keane, puis-je vous poser une autre question, s'il vous plaît? À 17h20, le 11 septembre, le World Trade Center 7, un gratte-ciel moderne de 47 étages avec une structure en acier qu'aucun avion n'avait frappé, s'effondre sur sa base, présentant ainsi toutes les caractéristiques d'une démolition contrôlée. La FEMA, pendant son enquête, a déclaré que le feu en aurait été la cause sans pouvoir l'expliquer. Les vidéos montrent ce qui apparaît comme des explosifs placés sous le bâtiment sud, engendrant sa chute depuis sa base. Du métal en fusion a été retrouvé dans les fondations du bâtiment à des températures incompatibles avec aucun type de feu normal. Avec tous les doutes liés au bâtiment 7, pourquoi n'y a-t-il aucune référence à son effondrement dans le rapport de la commission? Nous n'avons vu aucune preuve du type de choses dont vous parlez. Nous pensions que c'était une partie de la tragédie du 11 septembre. Plus tard, il a été vérifié que personne n'est mort dans ce bâtiment. Ce n'est donc pas inclus dans notre compte-rendu. Le fait que la commission sur le 11 septembre a complètement ignoré ce point, je pense que c'est outrageant et cela démontre qu'ils n'ont pas fait leur travail correctement. Le bâtiment 7 s'est-il écroulé à cause des débris provenant de la tour nord? Ou était-ce aussi une démolition contrôlée? Expert dans les démolitions contrôlées depuis 27 ans, le propriétaire de la société Jovenco, Explosive Demolity, leader aux Pays-Bas. Ses réactions aux images de la chute de la tour 7 sont éloquentes. La chute vous semble venir du haut? Non, ça commence par le bas. Elle démarre par le bas, en effet. Ils ont simplement fait sauter les colonnes. Et ensuite, il est tombé. Alors il est tombé différemment des tours jumelles? Vous ne pensez pas? Oui, on voit les étages du bas partir en premier. Oui, le reste suit le mouvement. C'est simple. C'est une démolition contrôlée. Vous en êtes sûr? Absolument. Il a implosé. C'est le travail d'un groupe d'experts. Mais ça s'est passé aussi le 11 septembre. Le même jour? Le même jour, oui. Le même jour? Vous en êtes sûr? Oui. Vous êtes certain que c'était le 11? Ce n'est pas possible. 7 heures après l'effondrement des deux tours. Vraiment? Alors ils ont bien travaillé. À la suite du 11 septembre, citoyens et politiciens exigeront que des mesures soient prises pour que de telles attaques ne se reproduisent plus. Fin janvier 2002, le leader des Républicains au Sénat, Tom Daschle, reçoit des appels du président Bush et du vice-président Dick Cheney, au cours desquels il le presse de limiter l'enquête aux seules chambres des représentants et du Sénat. L'administration continuera de s'opposer à l'enquête jusqu'à novembre 2002,
quand le Congrès créera la Commission nationale sur les attentats terroristes contre les États-Unis pour établir une étude complète des circonstances qui ont entouré les attentats. Les leaders du Parti démocrate céderont sur plusieurs points après que la Maison-Blanche eut menacé d'instaurer une commission sur ordre de l'exécutif, s'attribuant ainsi un contrôle considérable. Le président Bush l'intègre officiellement dans la loi le 27 novembre 2002 et nomme Henry Kissinger président de la commission sur le 11 septembre. Le Chicago Tribune le décrit comme suit. Kissinger est plus connu pour ne pas révéler les secrets à ses compatriotes que pour dire la vérité. Le 13 décembre 2002, Kissinger démissionne de la commission, principalement à cause d'une demande du Congrès lui demandant de divulguer les noms de ses clients d'affaires. On apprendra plus tard que Kissinger était l'un des principaux conseillers de l'administration Bush pour la guerre d'Irak. Un mensonge qui a déjà coûté plus de vies américaines que le 11 septembre et qui a fait des centaines de milliers de victimes en Irak. Thomas Keane et Lee Hamilton sont nommés président et vice-président de la commission sur le 11 septembre. Le 16 décembre 2002, les 10 membres de la commission sont désignés. Et l'homme absent sur cette photo, Philippe Zellico, directeur exécutif de la commission. Il conduira à la fois les travaux de la commission et son rapport final. La commission sur le 11 septembre débutera son enquête 18 mois après les attentats avec un budget initial de 3 millions de dollars. Le 27 janvier 2003, la commission tient sa première audition à Washington. Le vice-président Lee Hamilton déclarera quelques jours plus tard « Nous ne sommes pas là pour essayer d'évaluer les fautes, nous pensons que cela n'est pas du ressort de la commission ». Le 26 mars, l'administration Bush refuse la demande de la commission d'une hausse de 11 millions pour son financement. 3 jours plus tard, elle acceptera cependant une rallonge de 9 millions. En avril 2004, le président Bush accepte de témoigner devant la commission, mais seulement si le vice-président Dick Cheney l'accompagne. Pourquoi ont-ils insisté pour être ensemble ? La commission veut nous poser des questions, voilà pourquoi nous y allons, et je suis impatient de les rencontrer afin de répondre à leurs questions. Leur demande était pourquoi apparaîtrez-vous ensemble plutôt que séparément ? Parce que c'est une bonne occasion pour nous de répondre aux questions que la commission est impatiente de nous poser, et je suis impatient d'y répondre. Le 29 avril 2004, à huis clos, le président Bush et le vice-président Cheney sont auditionnés par la commission pendant environ 3 heures. Ils ne prêtent pas serment, leurs témoignages ne sont pas enregistrés et les notes de la commission sont soumises à la censure de la Maison-Blanche. Monsieur le Président, beaucoup de critiques ont évoqué votre volonté de vous joindre au vice-président pour ne pas être en contradiction. Que pensez-vous de la portée de cette audition et des critiques émises ? Oui, en premier lieu, si nous avions quelque chose à cacher, nous ne serions pas déplacés. Je suis sorti satisfait de l'audition. Je pense que les membres de la commission l'ont jugé utile. Oui, Adam. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas que les familles devraient avoir une transcription de tout cela ou une vidéo qui nous montrerait... Adam, vous m'avez posé la question hier. La réponse est donc la même. Le 19 mai 2004, Rudolph Giuliani témoigne devant la commission. Nous allons maintenant auditionner notre premier témoin, le très distingué ancien maire de New York, Rudy Giuliani. Monsieur Giuliani, pourriez-vous vous lever pour prêter serment? Et le fait est que beaucoup l'ont interprété de cette manière, ce qui a maintenu la situation calme et facilité l'évacuation. Ces gens... Parlez les radios! Ces gens... Parlez les radios! Parlez les radios! Nous vous demandons, s'il vous plaît, de...
Ils n'ont pas dit à mon fils de quitter les lieux. Il serait sorti. Mon fils a été assassiné. Il est mort à cause de votre incompétence. Et les radios n'ont pas fonctionné. Nous perdons simplement notre temps avec des sujets sans importance. Vous perdez votre temps? Thomas Keane et Lee Hamilton affirmeront plus tard dans leur livre Sans précédent qu'ils ont été trop légers avec le maire Giuliani. Et parmi les questions qu'ils n'ont pas posées, qui l'avait informé que la tour sud allait s'écrouler? Monsieur le maire, m'entendez-vous? Oui, Peter. Vous êtes-vous rendu dans le bureau de gestion des crises? Je me suis rendu sur la scène du drame et nous avons installé un QG de fortune au coin de Barclay Street avec le responsable de la police et celui des pompiers. Nous y dirigions les opérations quand nous avons appris que le World Trade Center allait s'effondrer. Et il s'est écroulé avant que nos équipes aient pu sortir du bâtiment. Qui n'a pas prévenu les personnes présentes dans le bâtiment? J'admire cela et je pense que... Arrêtez la lèche! 3000 personnes sont mortes. Elles ne sont pas mortes parce que c'est un grand leader. Laissez-nous poser les vraies questions. Donnez-moi 2 minutes pour le confondre. Posons quelques questions sérieuses. Plus de questions niaises. Plus de lèche. Mon frère était pompier et je veux savoir pourquoi 300 pompiers sont morts. Et je veux de vraies questions. Posons de vraies questions. Est-ce injuste? La commission sur le 11 septembre publiera son rapport final le 22 juillet 2004 et sera dissoute le 21 août. La commission était-elle une dissimulation? La question est, que dissimulait-elle? La réponse est terrible, d'énormes négligences, des erreurs de conduite ou d'exécution, appelez ça comme vous voulez. Si vous ne pouvez pas lire les 571 pages du rapport, en août 2006, un rapport sur le 11 septembre est sorti en bande dessinée. Il devrait vous révéler tout ce que vous devez savoir. Le matin du 11 septembre, 19 Arabes ont embarqué dans 4 avions commerciaux dans 3 aéroports différents et sont allés s'écraser contre les tours jumelles et le Pentagone sans aucune intervention militaire. Ou alors, ils nous ont menti et continuent de le faire à propos de ces événements, des éléments que possèdent le gouvernement et la presse grand public, et ils nous dissimulent toujours la vérité. Ce sont les mêmes personnes qui ont menti à propos des armes de destruction massive en Irak. Ils ont soutenu un mensonge qui a tué plusieurs centaines de milliers d'innocents à l'étranger. Pouvait-il aussi cautionner un mensonge qui a causé la perte de presque 3000 innocents aux États-Unis? Toute la politique intérieure et étrangère des USA a été élaborée à la suite des événements du 11 septembre. Elle a permis le vote des Patriot Act 1 et 2. La création du ministère de la Sécurité intérieure, justifier les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak, et a été utilisée pour entériner la loi sur les tribunaux militaires qui mit officiellement un terme à l'habeas corpus. Habeas corpus en latin signifie « vous avez le corps ». C'est un terme de la loi qui empêche quiconque d'attraper quelqu'un pour le jeter dans un trou noir et l'y maintenir sans que cette personne ait droit à un jugement en bonne et due forme. Et dit « vous avez le corps, vous lui reprochez quelque chose, pouvez-vous le prouver pour l'accuser ?» Tout comme pour la surveillance intérieure, tout cela au nom de la guerre contre le terrorisme. Et au final, qui paie la note? Les citoyens, leurs enfants. Quand le président Bush prit ses fonctions, il a bénéficié d'un surplus budgétaire de 284 milliards de dollars. Son administration est maintenant responsable de 4 des 5 plus gros déficits de l'histoire des USA. Le 5e est à mettre à l'actif de son père. Le 2 novembre 2005, l'administration Bush avait emprunté plus d'argent aux nations étrangères que l'ensemble de toutes les précédentes administrations. De 1776 à 2000, 42 présidents ont emprunté un total de 1010 milliards de dollars aux institutions et gouvernements étrangers. De 2001 à 2005, la seule administration Bush a emprunté 1050 milliards de dollars. Où cet argent est-il parti? Le gouvernement désigné par le peuple et pour le peuple a tourné le dos à celui-ci. Il nous espionne.
Ils torturent et emprisonnent des civils innocents. Posez-vous la question, que se passe-t-il? Où allons-nous? Et en serions-nous là aujourd'hui sans le 11 septembre? Will somebody please tell us who's in charge? We need order. We can't stand this new world slaughter. It reeks of oil seats and bloody handshakes. U.S. interests and war profiteers. Our life is here in the belly of the beast. Where thieves kill the innocent and pray for peace. Slaughter for the chief commander. So we're at the White House steps, demanding answers, but they don't got none. We've got few choices: protest or pick up shotguns. We're so stressed, we know the watch might arrest us. So we're the key for talking. And we ain't made no death threats. Feds upset, so our phones infested. Think John Lennon resurrected, speaking truth to power till we have no breath left. We say no more, we're gonna fight back. We want the truth out, we want our rights back. Loose change, changes loose, no stopping now. Changes loose, no stopping now. We say no more, we're gonna fight back. We want the truth out, we want our rights back. Loose change, changes loose, no stopping now. Changes loose, no stopping now. We keep our mouths and minds open, hoping we can change the world. Media blackout, still we don't act out. We've been civilized despite the killing. You call yourselves patriots, label us villains. My comrades and nomads get up born free. Think it's rich kids, poor kids, lawyers and teachers. Dads, moms, past war veterans, peddling the truth. We ain't settling, the proof is clear as Watergate. You got a lot of hate trying to charm us with a plot of fate. What are you, an asshole? Your war's illegal, your cause is evil. You bomb people as red enough for the sequel. You're a sicko psycho, we've seen the proof. You can't intimidate the world from delivering truth. We're bigger than you, 40 million plus. Your guns ain't big enough to make us hush. We say no more, we're gonna fight back. We want the truth out, we want our rights back. Loose change, changes loose, no stopping now. Changes loose, no stopping now. We say no more, we're gonna fight back. We want the truth out, we want our rights back. Loose change, changes loose, no stopping now. Changes loose, no stopping now. We do this for the lives lost, devoured by evil, for the sake of the memory of innocent people, engulfed by the gluttony of hooligans who leave the world in ruins. Men here to do us in, but there's just a few of them and more of us. We warriors on the quest for justice. We crush the lies, trust only the facts. Just open your eyes, who really attacked my feelings exactly? Facts be lacking on the hijacking, synchronized war games, facilitated plane crashes. And they wonder why we keep asking questions of my lesson. Lady liberty, like it's a profession, so here we are, the infantry. We the people simply need to start a revolution of our minds, and eventually the crime of the century will finally be solved. Until then, we stand tall and say no more. We're gonna fight back. We want the truth out. We want our rights back. Loose change, changes loose, no stopping now. Changes loose, no stopping now. We say no more. We're gonna fight back. We want the truth out. We want our rights back. Loose change, changes loose, no stopping now. Changes loose, no stopping now. Remember this, your government funded and trained Al-Qaeda. Repeat it again, your government funded and trained Al-Qaeda. I'll say it one more time. Your government funded.
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint, et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole, pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints,
C'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair. D'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.